Quelque part entre les crêtes du canyon et la savane sans fin, là où le vent apportait la poussière et non la pluie, un homme trouva ce qu'il ne cherchait pas. Corbin Thorne se dirigeait vers son puits cet après-midi-là et la trouva, effondrée contre la clôture en bois. Une jeune femme, plus grande que toutes celles qu'il avait jamais vues, aux cheveux sombres emmêlés de terre et de sang. Elle portait une peau de dame et des broderies de perles qui l'identifiaient comme une apache. Ses lèvres étaient gercées et blanches. Quand il lui offrit une gourde d'eau, elle le regarda avec des yeux qui trahissaient plus de méfiance que de gratitude. Mais elle but 3 longues gorgées. Et quand elle eut fini, elle se redressa, grande et silencieuse, le fixant comme pour mémoriser son visage. Puis, elle tourna le dos et s'enfonça dans les collines sans un mot. Corban la regarda disparaître dans la chaleur miroitante, pensant que l'histoire s'arrêtait là. Il avait tort. Corbin Thorne vivait sur cette terre depuis assez longtemps pour savoir quand quelque chose était sur le point de mal tourner. Le ranch se nichait dans une vallée peu profonde où l'herbe était rare, et le plus proche voisin à 2 jours de cheval vers le sud. Il avait choisi cet isolement à dessein. Pas de questions, pas de problème. Juste du bétail, quelques chevaux et ce genre de silence qui permet à un homme d'oublier ce qu'il a laissé derrière lui. Il ne fuyait rien en particulier, si ce n'est le bruit des gens qui croyaient en savoir plus qu'ils ne le savaient vraiment. Ce soir-là, après que la jeune Apache eut disparu dans les collines, Corban reprit sa routine. Il nourrit les chevaux, vérifia la clôture là où le bois pourrissait, et répara la charnière d'une barrière qui grinçait depuis des semaines. Mais son esprit revenait sans cesse à elle, à la façon dont elle l'avait regardé, sans peur, sans gratitude, juste, consciente. Comme si elle l'évaluait et avait pris une décision dont il ignorait tout. Il se dit que cela n'avait pas d'importance. Des gens traversaient ce territoire tout le temps. Des prospecteurs, des vagabonds, des natifs en route vers les postes de traite plus à l'ouest. Elle s'était perdue, blessée, et maintenant elle était partie. C'était tout. Mais cette nuit-là, allongé sur la couchette étroite de sa cabane, Corban ne parvenait pas à se défaire du sentiment que l'air avait changé. Les chevaux étaient agités. Il pouvait les entendre piétiner dans l'enclos, leurs sabots raclant la terre. Soudain, le hongre, Bayou, poussa un hennissement aigu qui déchira les ténèbres. Corban s'assit, tendant l'oreille. Rien ne suivit. Juste le vent contre les murs et l'appel lointain d'un prédateur dans les collines. Il se recoucha, le regard fixé sur les poutres brutes du plafond. Le lendemain, il irait au pâturage nord vérifier le troupeau. Le lendemain, tout rentrerait dans l'ordre. C'est ce qu'il se disait encore lorsque le soleil se leva. Corban sortit à l'aube, passant ses bretelles sur ses épaules et plissant les yeux face à la lumière vive. Le ciel était clair, d'un bleu pâle qui virait au blanc sur les bords. La vallée s'étendait devant lui, parsemée de broussailles et de formations rocheuses. Et c'est là qu'il les vit. D'abord, il crut à une illusion, des ombres sur la ligne de crête. Mais les ombres ne bougeaient pas de cette façon. Les ombres ne se tenaient pas à cheval, dans une immobilité parfaite à observer. Il en compta 10, puis 20, puis il arrêta de compter. Il bordait la crête au nord, le versant à l'est, la pente qui menait au lit asséché du ruisseau à l'ouest. Où qu'il regarde, il y avait d'autres guerriers apaches à cheval, leurs lances et leurs fusils visibles même à cette distance. Ils n'avançaient pas, ils ne faisaient aucun bruit. Ils étaient simplement là,
encerclant son ranch comme un nœud coulant. La main de Corban glissa instinctivement vers le fusil appuyé contre le cadre de la porte, mais il se retint. À quoi servirait un fusil contre une armée? Il s'avança dans la cour, ses bottes craquant sur la terre battue. Dans l'enclos, les chevaux étaient blottis contre la clôture la plus éloignée, la tête haute, les naseaux dilatés. Eux aussi le sentaient, le danger. Corban balaya à nouveau la ligne de crête du regard, essayant de comprendre. Ce n'était pas un raid. Les raids étaient rapides, violents et disparaissaient. Ceci était autre chose. C'était délibéré. C'était un message. Mais lequel? Sa gorge se noua. Il pensa à la jeune femme, à l'eau, à la façon dont elle l'avait regardé avant de partir. Alors, comme invoqué par sa pensée, un mouvement attira son attention. Un cavalier solitaire se détacha du groupe sur la crête nord et commença à descendre la pente, lentement, avec maîtrise. Le cheval négociait la pente rocheuse avec une précision que seul un cavalier né sur une selle pouvait posséder. Corban ne bougea pas. Il ne saisit pas son fusil. Il ne courut pas. Il resta simplement là, au milieu de sa cour, à regarder le cavalier approcher, se demandant si c'était le jour où sa chance tournerait enfin. Le cavalier s'arrêta à une quinzaine de mètres. Un homme plus âgé, le visage buriné par des années de soleil, de vent et par quelque chose de plus dur encore, l'autorité. Il ne portait pas de peinture de guerre, il n'en avait pas besoin. Son commandement irradiait de lui comme la chaleur d'une pierre. Derrière lui, d'autres cavaliers apparurent, des dizaines d'entre eux, qui se déployèrent sur ses flancs, observant. Corban déglutit. Le silence s'étira, dense et suffocant. Et puis, le vieux guerrier leva une main. Pas en guise de salut, ni de menace. Il la leva simplement, la main tinte en l'air, attendant quelque chose que Corbin ne pouvait nommer. Son cœur battait contre ses côtes. Quoi qu'il soit sur le point de se produire, la décision avait été prise bien avant son réveil ce matin-là. La question était, avait-il sauvé sa propre vie la veille ou signé son arrêt de mort? La main resta levée. Le pouls de Corbin martelait ses tempes. Il avait entendu des histoires sur les guerriers apaches, sur leur capacité à dépecer un homme jusqu'à l'os en quelques minutes, sur leur férocité qui faisait pleurer des soldats aguerris. Il avait toujours pensé que ces histoires étaient exagérées. Maintenant, debout dans sa propre cour, une armée l'observant de toutes parts, il n'en était plus si sûr. Le vieux guerrier abaissa lentement la main. Puis, il mit pied à terre. Ses mouvements étaient lents, presque cérémonieux. Il fit 10 pas en avant et s'arrêta, attendant. Corbin se força à respirer. C'était un test. Ça devait en être un. S'ils l'avaient voulu mort, il le serait déjà. Ils avaient eu toute la nuit pour mettre le feu à sa cabane ou lui tirer une flèche par la fenêtre. Au lieu de ça, ils avaient attendu le lever du soleil. Ils avaient attendu qu'il les voie. Cela signifiait quelque chose. Il fit un pas en avant, égalant la distance. 10 pas. Puis il s'arrêta aussi. Ils se faisaient face, séparés par 15 mètres de sol poussiéreux. Le visage du guerrier était tanné comme du vieux cuir. Ses yeux noirs, indéchiffrables. Ses longs cheveux étaient parsemés de fils gris. Il n'avait aucune arme à la main, mais un couteau pendait à sa ceinture et un fusil était attaché à la selle de son cheval. Corbin garda ses mains visibles le long de son corps, sans menace. Il ne parla pas. Il n'aurait pas su quoi dire, de toute façon.
La barrière de la langue était absolue. Pendant un long moment, rien ne se passa. Les guerriers sur les collines restaient immobiles comme des rochers. Les chevaux déplaçaient leur poids. Un faucon décrivait des cercles dans le ciel, indifférent à la tension en bas. Alors, le vieux guerrier leva à nouveau la main, mais cette fois, il ne pointa pas Corbin, mais le puits. L'estomac de Corbin se serra. Le puits, l'eau, la fille. Le guerrier baissa la main et fit un geste, celui de verser de l'eau, de boire. Le sens était clair. Corbin hocha lentement la tête. Oui, il avait donné de l'eau à quelqu'un, à la jeune femme, la veille. L'expression du guerrier ne changea pas, mais quelque chose dans sa posture se modifia. Il tourna légèrement la tête et lança un ordre dans sa propre langue. Un mouvement vif et autoritaire parcourut les rangs des guerriers. Ils s'écartèrent sur la crête est, créant une ouverture. Et par cette ouverture, une seule cavalière apparut. Corbin retint son souffle. C'était elle, la jeune femme de la veille. Mais elle était différente. Ses cheveux étaient tressés, ornés de perles. Elle portait une peau de daim propre et un collier de turquoise et d'argent. Elle se tenait droite sur un cheval peint. Même à cette distance, sa haute stature était impressionnante. Elle devait mesurer près d'1,80 m, peut-être plus. Elle se détachait nettement, même parmi les guerriers. Elle descendit la pente avec la même grâce maîtrisée que le vieux guerrier. Quand elle atteignit le fond de la vallée, elle ne s'arrêta pas à distance, comme l'avait fait le vieil homme. Elle chevaucha droit sur lui. Elle s'immobilisa à 3 mètres, assez près pour que Corban puisse voir clairement son visage. Elle le toisa de ce même regard évaluateur que la veille. Puis elle parla. Son anglais était hésitant, mais clair. Tu donnais haut. Ce n'était pas une question, c'était une affirmation, une reconnaissance. Corben hocha la tête. Oui. Elle jeta un regard au vieux guerrier, puis le reporta sur Corban. Tu pas savoir qui? Encore une fois, ce n'était pas une question. Corban secoua la tête. Non, tu étais blessé. Tu avais besoin d'aide. Quelque chose brilla dans ses yeux. De la surprise peut-être, ou du respect. Elle se tourna vers le vieil homme et parla rapidement en apache. Il écouta, impassible, puis répondit d'un seul mot. La jeune femme se tourna de nouveau vers Corbin. Mon père dit que tu es courageux ou stupide. La gorge de Corbin s'assécha. Père? Le vieux guerrier était son père, ce qui signifiait qu'il était le chef, ce qui signifiait que cette jeune femme n'était pas n'importe quelle apache. Elle était la fille de l'homme qui commandait 300 guerriers. Je ne savais pas, dit Corbin à voix basse. C'est pour ça que tu es en vie, répondit-elle. Son ton était neutre, factuel. Homme qui sait essaie d'avoir récompense. Toi, tu donnes eau parce que personne assoiffé a besoin d'eau. C'est différent. Le vieux guerrier parla de nouveau, plus longuement cette fois. La jeune femme écouta, puis traduisit. Mon père dit que je faisais épreuve, marcher seul 3 jours, sans nourriture, sans eau. Prouver que je suis forte, prouver que je suis prête. Elle marqua une pause. Je suis tombée, frappé la tête, perdu le chemin. Ton eau a sauvé ma vie. Corben sentit le poids de 300 pères Dieu sur lui. Je suis content que tu ailles bien. Elle inclina légèrement la tête, l'étudiant. Tu n'as pas peur? J'ai la trouille, admit Corbin. Mais tirer ou courir ne changera rien. Alors, je suis là.
Quelque chose qui ressemblait presque à de l'amusement effleura son visage. Elle parla de nouveau à son père. Il hocha la tête une seule fois, puis se retourna et regagna son cheval. La jeune femme regarda Corbin une dernière fois. Nous surveillons. Nous voyons si tu dis vérité ou mensonge. Nous voyons si tu parles à d'autres hommes blancs. Nous voyons si tu es bon ou mauvais. Pour combien de temps? Demanda Corban. Elle ne répondit pas, tourna simplement son cheval et remonta la pente. Le vieux guerrier monta en selle et la suivit. Corbin resta dans sa cour, tandis que le soleil grimpait dans le ciel. Les guerriers ne partirent pas. Ils prirent position sur les collines, devenant partie intégrante du paysage. Il était prisonnier sur sa propre terre, et il n'avait aucune idée de la durée de sa sentence. 3 jours passèrent. Les guerriers restaient sur les collines, tels des sentinelles sculptées dans la pierre. Ils changeaient de position, mais ne partaient jamais. La fumée de leur feu de camp montait vers le ciel chaque soir. Corbin essaya de vaquer à ses occupations, mais tout semblait irréel. Il nourrissait les chevaux sous des regards attentifs. Il réparait des poteaux de clôture, sachant que chaque mouvement était observé. Il puisait de l'eau au puits, ce même puits où il avait trouvé la jeune femme, et se demandait s'il comptait chaque seau qu'il remontait. Le sommeil ne venait que par bribes. Chaque son extérieur le réveillait en sursaut. Les chevaux sentaient sa tension et devenaient nerveux. Le hongre, Bayou, ruait contre la clôture jusqu'à ce que Corbin doive le déplacer dans un enclos séparé. Au 4e matin, Corbin se réveilla en sentant que quelque chose avait changé. L'un des guerriers était descendu de la colline pendant la nuit et avait laissé quelque chose sur le pas de sa porte. Un paquet enveloppé de cuir. À l'intérieur, il trouva de la viande séchée et une jarre en terre cuite remplie d'eau. Il contempla le paquet, essayant de déchiffrer le message. L'aidait-il parce qu'il le respectait ou pour s'assurer qu'il reste en vie assez longtemps pour leur test? Quoi qu'il en soit, il mangea la viande. Elle était dure et trop salée, mais c'était de la nourriture. Ses propres provisions commençaient à s'épuiser, et il ne pouvait pas se rendre en ville avec une armée barrant toutes les issues de la vallée. Au 5e jour, l'isolement commençait à lui peser. Il avait toujours préféré la solitude, mais ceci était différent. C'était une surveillance de chaque instant. Il se mit à parler aux chevaux juste pour entendre une voix, même si c'était la sienne. Au 6e jour, la jeune femme revint. Cette fois, elle vint seule, sans son père. Elle s'arrêta au même endroit que la fois précédente, à 3 mètres de Corbin qui se tenait dans la cour. « Toujours là ?» demanda-t-elle. « Je n'ai pas vraiment eu le choix, » répondit Corbin. Elle mit pied à terre et s'approcha. De près, sa taille était encore plus impressionnante. Elle était presque aussi grande que lui, et Corban n'était pas un petit homme. Ses yeux étaient vifs, intelligents. Elle l'examinait comme si elle lisait une carte. « Tu aurais pu fuir, » dit-elle. « La nuit? Prendre un cheval et risquer de se faire tuer avant d'avoir fait 1 kilomètre? Non, merci. »« Tu es intelligent, » dit-elle. Cela sonnait comme un compliment, mais son ton était neutre. La plupart des hommes blancs s'enfuient, sont capturés et tués. Toi, tu es resté. Tu as attendu. Que pouvais-je faire d'autre? Elle ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, elle s'approcha du puits et se pencha pour regarder à l'intérieur. « Il est profond, » dit-elle. « Assez profond? » Corbin hocha la tête. « Il ne s'assèche jamais, même en été. »« C'est pour ça que tu vis ici? Pour l'eau? » ?»« C'est une des raisons. » Elle se tourna vers lui. « Mon peuple aussi a besoin d'eau. Cette terre nous appartenait. Maintenant,
Les hommes blancs construisent des clôtures, creusent des puits et prennent ce qui était libre. Corban sentit tout le poids de cette affirmation. Il avait acheté cette terre légalement, selon des lois écrites par des hommes qui n'avaient jamais demandé aux Apaches s'ils étaient d'accord. « Je ne veux pas d'ennuis, dit-il prudemment. « Les ennuis sont déjà là, répondit-elle. La question est, qu'est-ce que tu vas en faire? Avant que Corbin ne pût répondre, un son déchira l'air matinal. Un coup de feu, lointain, mais sans équivoque, puis un autre et un troisième. La tête de la jeune femme pivota brusquement vers la crête est. Les guerriers bougeaient, changeaient de position. D'autres tirs résonnèrent dans la vallée, venant de quelque part, au-delà des collines. La jeune femme parla rapidement en apache, appelant les guerriers les plus proches. L'un d'eux lui répondit en criant. Son expression se durcit. Elle se tourna vers Corbin. Des hommes blancs approchent, nombreux et armés. Le sang de Corbin se glaça. Combien? 20, peut-être plus. Ils chassent. Elle le regarda. Pour la première fois, il vit autre chose que de la neutralité dans ses yeux. C'était peut-être du calcul ou un reproche. Ils nous chassent. Les coups de feu se rapprochaient. Qui que ce soit, ils se déplaçaient vite et se dirigeaient droit sur la vallée. D'un mouvement fluide, la jeune femme enfourcha son cheval. S'ils te trouvent avec nous, ils te tueront aussi. Pour eux, tu seras un ennemi. Où vas-tu? Elle ne répondit pas. Elle talonna sa monture et galopa rapidement vers la crête. Les guerriers battaient déjà en retraite, disparaissant dans les collines comme de la fumée. Corbin resta seul dans sa cour, tandis que le son des sabots se rapprochait, s'amplifiait, mêlé aux cris excités des hommes. Le genre d'excitation qui anime ceux qui pensent avoir acculé leur proie. Il avait peut-être 5 minutes avant leur arrivée. 5 minutes pour décider de ce qu'il dirait quand une bande de colons armés le trouverait planté au milieu d'une vallée que 300 guerriers apaches venaient de quitter. Et il n'avait absolument aucune idée du côté qu'il devait choisir. Ils dévalèrent le sentier hête comme une tempête s'abattant sur les collines. Corban compta 15 cavaliers, peut-être plus derrière eux. Ils portaient les vêtements rudes des colons, pantalons de toile, chemises usées, chapeaux à large bord tachés de sueur et de poussière. Chaque homme portait un fusil. Certains avaient des revolvers à la ceinture. Ils arrivaient au grand galop, les visages empourprés par cette chaleur née d'un mélange d'excitation et de rage. Le cavalier de tête aperçut Corbin dans sa cour et leva la main pour ralentir le groupe. Ils s'arrêtèrent à une trentaine de mètres de la cabane, leurs chevaux soufflant bruyamment, de l'écume blanche sur l'encolure. « Vous êtes seul ici? » cria le meneur. C'était un homme corpulent, avec une barbe épaisse et des yeux qui balayaient la vallée, constamment à l'affût du moindre mouvement. « Seulement moi, dit Corbin. Il garda sa voix stable, les mains bien en vue. Avez-vous vu des Apaches dans le coin? Un autre cavalier s'avança, plus jeune, un fusil déjà sorti du fourreau et posé sur sa selle. On suit la piste d'un groupe de guerriers. On a vu des signaux de fumée hier. La piste mène droit à cette vallée. L'esprit de Corbin s'emballa. Il pouvait mentir, leur dire que les Apaches étaient passés et avaient continué leur chemin. Mais ces hommes n'étaient pas des idiots. Ils avaient dû voir les traces, les signes de campement, les marques de 300 guerriers se préparant à des jours de surveillance. « J'ai vu des signes, » dit Corban avec prudence. « Mais ils sont partis. » L'homme barbu le dévisagea, les yeux plissés. « Partis où? »
Vers le nord, je crois. J'ai entendu des chevaux s'éloigner il y a une vingtaine de minutes. Ce n'était pas un mensonge complet. Les guerriers s'étaient bien retirés dans les collines, mais le nord n'était qu'une supposition, et ils le savaient. Le jeune cavalier au fusil semblait méfiant. Vous avez bien du cran de vivre seul ici. C'est le territoire apache. C'est ma terre, dit Corban. Je l'ai achetée et payée. Les Apaches se fichent des actes de propriété, rétorqua l'homme barbu. Il mit pied à terre et s'approcha. Vous avez de la chance qu'il ne vous ait pas encore scalpé. Peut-être que je n'en vaux pas la peine, répondit Corban. L'homme eut un rire sec. Nous faisons partie d'une milice de volontaires. On traque le groupe qui a attaqué une colonie à 2 semaines au sud d'ici. Ils ont brûlé 3 fermes et massacré une famille. Il cracha par terre. On veut leur faire payer. L'estomac de Corban se noua. Vous êtes sûr que c'était des Apaches? Et les pistes ne mentent pas, dit le jeune cavalier. Un groupe de guerre est passé par là. On les a suivis jusqu'ici. L'homme barbu étudia le visage de Corbin. Vous me semblez bien calme pour un homme qui vient d'avoir des hostiles campés à sa porte. La panique n'aide à rien, dit Corbin. Vous nous cachez quelque chose? La main du jeune cavalier se crispa sur son fusil. J'essaie juste de rester en vie, dit Corbin, comme tout le monde. L'homme barbu le dépassa en direction de la cabane. Ça vous dérange si on jette un œil? Et qu'on abreuve nos chevaux? Corbin n'avait pas vraiment le choix. Faites comme chez vous. Les hommes descendirent de leurs montures et se dispersèrent. Certains menèrent leurs chevaux à l'abreuvoir. D'autres firent le tour de la cabane, cherchant des traces, des indices. Le jeune cavalier resta en selle, observant Corbin avec une méfiance non dissimulée. Vous avez des provisions là-dedans? Demanda l'homme barbu en désignant la cabane d'un signe de tête. De quoi survivre? On pourrait en utiliser un peu. Ça fait 3 jours qu'on chevauche. On vous paiera un prix juste. Corbin acquiesça lentement. Je vais voir ce que j'ai. Il se dirigea vers la cabane, suivi par l'homme barbu. En arrivant à la porte, Corbin perçut un mouvement sur la crête ouest, juste un éclair, une forme qui pouvait être un rocher ou un guerrier en observation. Les Apaches n'étaient pas partis. Ils s'étaient juste éloignés pour éviter le combat. Ils étaient toujours là, à regarder. Et si cette milice les trouvait, la vallée virerait au rouge sang. L'homme barbu entra dans la cabane. Corban le suivit, son esprit tournant à plein régime. Il pouvait dire la vérité, que les Apaches n'étaient pas des pillards, qu'ils étaient restés là des jours sans causer le moindre tort. Mais le croiraient-ils? Ou penseraient-ils qu'il avait changé de camp, qu'il était devenu un sympathisant? Vous avez du café? Demanda l'homme barbu en inspectant les étagères. Un peu, dit Corban. Parfait. On prendra ce que vous pouvez nous céder. Il se tourna pour faire face à Corban. Et vous allez nous dire exactement où ces Apaches sont allés. Ce n'était pas une question. C'était un ordre. Corbin plongea son regard dans les yeux durs de l'homme et sut que le moment était venu. Il pouvait désigner le nord et les envoyer chasser des ombres. Il pouvait désigner l'ouest et les mener droit dans une embuscade, ou il pouvait dire la vérité et risquer d'être abattu comme un traître par les siens. « Dehors !» cria un des hommes. « J'ai trouvé des traces fraîches. Beaucoup. Ils ne sont pas loin. » L'expression de l'homme barbu changea. Sa main se posa sur son revolver. « Ils sont partis depuis combien de temps? »
Corbin le regarda droit dans les yeux. Pas très longtemps. L'homme barbu dégaina et sortit. Corbin le suivit, le cœur battant à tout rompre. Les miliciens se rassemblaient près de la clôture est, là où le sol était assez meuble pour garder les empreintes. Clair comme le jour, des dizaines de traces de chevaux non ferrés se déplaçant en formation organisée. Ils étaient bien là, dit un homme, agenouillé pour examiner les pistes. Et vu l'état du sol, ça fait des jours. Le jeune cavalier pointa son fusil sur Corban. Vous avez menti. Ils ne sont pas juste passés. Ils ont campé ici. J'ai dit que j'avais vu des signes, répondit Corbin, gardant sa voix calme. Je n'ai pas dit qu'ils m'avaient attaqué. Et pourquoi diable ne l'ont-ils pas fait? Exigea l'homme barbu. Vous êtes un colon blanc sur leur terre. Pourquoi vous auraient-ils laissé en vie? Corbin avait une chance de gérer ça correctement. Une chance d'empêcher ces hommes de foncer vers les collines et de déclencher un massacre. Peut-être parce que je ne leur ai donné aucune raison de me tuer. Vous sympathisez avec eux? Demanda le jeune cavalier, la voix accusatrice. Je sympathise avec le fait de rester en vie, dit Corbin. Ils étaient 300 guerriers dans ces collines. S'ils m'avaient voulu mort, je le serais. Ils m'ont laissé tranquille, alors je les ai laissés tranquilles. 300. Le visage de l'homme barbu blêmit. Vous dites que 300 Apaches ont encerclé ce ranch? Pendant 6 jours, dit Corbin, et pas un seul d'entre eux n'a tiré un coup de feu. Les miliciens échangèrent des regards. Le calcul était simple. 15 fusils contre 300 guerriers, ce n'était pas de la bravoure. C'était un suicide. Alors pourquoi étaient-ils là? Demanda un autre homme. Les groupes de guerre ne campent pas sans raison. Corban choisit ses mots avec soin. J'ai aidé l'une des leurs. Je lui ai donné de l'eau quand elle en avait besoin. Ils sont venus voir quel genre d'homme j'étais. Elle? Les yeux du jeune cavalier se rétrécirent. Vous avez aidé une squaw? Le mot fit serrer les dents de Corban, mais il ne réagit pas. J'ai aidé une personne qui était blessée et qui avait soif, de la même manière que j'aiderais n'importe lequel d'entre vous. Et ils vous ont récompensé en encerclant votre ranch? L'homme barbu n'était pas convaincu. Il surveillait pour s'assurer que je n'allais pas galoper jusqu'à la ville la plus proche pour rameuter l'armée. Corban désigna la milice. On dirait qu'ils avaient raison de s'inquiéter. L'homme barbu rengaina son revolver, mais garda la main dessus. Nous, on a des familles dont les maisons ont été brûlées, des enfants tués. Vous vous attendez à ce qu'on ignore ça? Je m'attends à ce que vous soyez sûrs de poursuivre les bonnes personnes, dit Corbin. Ceux qui étaient ici n'ont attaqué personne. Ils me mettaient à l'épreuve. Vous mettre à l'épreuve de quoi? Avant que Corbin ne puisse répondre, un son étrange emplit la vallée, un cri aigu et perçant, ni humain, ni animal, quelque chose entre les deux, un signal. Tous les hommes se figèrent, les chevaux s'agitèrent nerveusement. Le cri retentit de nouveau, ricochant sur les parois du canyon, et cette fois, il reçut une réponse. De la crête nord, puis de la crête sud, puis de l'ouest. La vallée fut saturée de ce son qui les encerclait. Ils sont encore là, murmura le jeune cavalier.
Son fusil tremblait entre ses mains. L'homme barbu scrutait les crêtes. Rien de visible, juste des rochers, des broussailles et des ombres. Mais les cris continuaient, se rapprochant, se resserrant comme un nœud coulant. Ansel, ordonna-t-il. On s'en va, maintenant. On est venu pour se battre, protesta un homme. On est venu se battre contre des pillards, pas contre 300 guerriers sur leur propre territoire. L'homme barbu se hissa sur sa selle. Allez! Les hommes se précipitèrent vers leur monture. Le jeune cavalier gardait son fusil pointé vers les crêtes tout en reculant vers son cheval. En quelques secondes, ils furent tous en selle, leurs bêtes dansant de peur. L'homme barbu regarda Corban. Vous êtes un fou de rester ici. Peut-être, dit Corban, mais c'est toujours chez moi. Ce ne sera plus chez vous quand ils l'auront brûlé. L'homme donna un coup de talon à son cheval. On y va! Ils partirent au galop, plein sud, par le chemin par lequel ils étaient arrivés. Le bruit de leurs sabots s'estompa rapidement, avalé par le vent du désert. Corban resta seul dans sa cour. Les cris cessèrent. Le silence retomba sur la vallée, comme la poussière après une tempête. Puis, il y eut du mouvement sur la crête. La jeune femme apparut la première, montant son cheval pie. Derrière elle, son père. Derrière lui, une douzaine de guerriers. Ils descendirent lentement, délibérément. Arrivée au fond de la vallée, la jeune femme mit pied à terre et s'approcha de Corbin. Son expression était indéchiffrable. « Tu ne leur as pas dit où nous étions, dit-elle. Non. Tu aurais pu. Ils ne t'auraient pas tué. Tu les aurais rendus heureux. Je ne veux voir personne se faire tuer, dit Corban. Elle l'observa un long moment, puis elle se tourna et parla à son père en apache. Le vieux chef écouta, puis posa sur Corbin ses yeux noirs et pénétrants. Il prononça quelques mots, brefs, tranchants, définitifs. La jeune femme traduisit. Mon père dit que l'épreuve est terminée. Tu as réussi. Corbin sentit quelque chose se dénouer dans sa poitrine. Du soulagement, peut-être, ou de l'épuisement. Et maintenant, l'expression de la jeune femme changea. Ce n'était pas tout à fait un sourire, mais presque. Maintenant, nous allons parler. Le chef descendit de cheval et se dirigea vers la cabane de Corbin sans demander la permission. Ce n'était pas de l'agressivité, c'était simplement l'attitude d'un homme qui a passé sa vie à commander le respect sans avoir à l'exiger. La jeune femme le suivit et Corbin resta en retrait, se sentant étrangement comme un invité dans sa propre maison. À l'intérieur, le chef se tenait au centre de la petite pièce, observant le mobilier rare, les étagères de provisions, l'unique fenêtre tournée vers l'ouest. Il dit quelque chose à sa fille. Il dit que tu vis simplement, traduisit-elle, comme un guerrier, sans superflu. Corban ne savait pas si c'était un compliment ou une simple observation. Je n'ai pas besoin de grand-chose. Le chef tira une chaise de la table et s'assit. Il fit un geste à Corbin pour qu'il en fasse autant. La jeune fille resta debout, positionnée de manière à pouvoir voir les deux hommes et la porte. « Mon nom, dit-elle, se présentant formellement pour la première fois, signifie « belle » dans notre langue. Les hommes blancs en plaisantent parce que je suis grande, mais mon père dit que je suis belle comme une montagne, forte, haute, inébranlable. C'est un beau nom, dit Corbin. Il regarda le chef. Et votre père? Son nom n'est pas à vous de le prononcer, répondit Noyoni. Son ton n'était pas hostile, juste factuel. Il est le chef, cela suffit. Le chef parla, d'une voix basse et mesurée. Noyoni traduisit par bribes, le laissant terminer ses pensées avant de les convertir. Tu m'as donné de l'eau quand je suis tombé.
Tu n'as rien demandé en paiement, ni de faveur. Tu n'as pas cherché à me toucher ou à me retenir. Tu m'as donné ce dont j'avais besoin, et tu m'as laissé partir. Elle marqua une pause, tandis que son père continuait. Ce n'est pas normal pour les hommes blancs. Eux, ils prennent, ils exigent, ils blessent. Mais toi, tu te contentes de donner. Corbin soutint le regard du chef. Elle avait besoin d'aide. C'était tout. Mon père dit que son épreuve a été difficile. 6 jours à observer. 6 jours à attendre de voir si tu t'enfuirais vers la ville, si tu dirais aux soldats où nous campions, si tu vendrais l'information pour de l'or ou pour ta sécurité. La voix de Nijoni était ferme, clinique. Tu n'as rien fait de tout cela. Des hommes armés nous cherchent. Tu aurais pu leur dire, leur faire plaisir, leur faire croire que tu es un bonhomme blanc qui aide à tuer les Apaches. Je ne veux tuer personne, dit Corban. Mais tu ne veux pas mourir non plus, intervint le chef, traduit par sa fille. Un homme intelligent qui veut mourir est inutile. Un homme qui veut vivre, qui choisit comment vivre, est un homme de valeur. Le chef plongea la main dans une sacoche de cuir à sa ceinture et en sortit quelque chose enveloppé dans un tissu. Il le posa sur la table et le déballa lentement. À l'intérieur se trouvait un collier, un ouvrage complexe de perles sur du cuir avec un motif distinct. Des perles bleues et blanches disposées selon un dessin spécifique. Ceci est un symbole de protection, expliqua Noyoni. Porte-le. Mon peuple saura que tu es un ami. Ils ne te feront pas de mal. Ils ne te voleront pas. Tu es sous la protection de notre tribu. Corban regarda le collier. Je ne comprends pas. Pourquoi? Parce que tu as fait preuve d'honneur quand rien ne t'y obligeait, dit Nijoni. Parce que tu as risqué ta vie pour ne pas nous trahir. Parce que mon père voit en toi quelque chose de rare. Des hommes blancs qui comprennent que la terre appartient à tous, que l'eau est pour ceux qui ont soif, qu'un être humain est un être humain. Le chef parla de nouveau, cette fois plus longuement, en insistant sur certains mots. Nijoni écouta attentivement avant de traduire. Mon père dit que cette terre était autrefois entièrement apache. L'eau coulait librement. Les animaux couraient librement. Puis, les hommes blancs sont arrivés avec un papier qui disait qu'ils possédaient ce qui ne peut être possédé. Ils ont posé des clôtures. Ils ont creusé des puits. Ils ont dit « Ceci est à moi. Cela est à toi. Tu ne peux pas passer par ici. » Elle fit une pause. « Mais toi, tu es différent. Tu as une clôture. Tu as un puits. Mais quand une personne a besoin d'eau, tu lui en donnes. Tu ne demandes pas si elle est apache ou blanche. Tu ne demandes pas si elle est chrétienne ou non. Tu donnes simplement de l'eau à celui qui a soif. » N'importe qui aurait fait de même, dit Corbin. Le chef prononça un seul mot en anglais. Un mot qui pesait lourd. Non. Puis il reprit en apache, et Nijoni traduisit. La plupart des hommes ne le feraient pas. La plupart des hommes voient une jeune apache et pensent au danger, aux ennuis, à une opportunité. Toi, tu as vu une personne qui avait soif. C'est là toute la différence. Le chef se leva et poussa le collier sur la table en direction de Corban. Prends-le, porte-le, tu es protégé. Corbin prit le collier. Le travail des perles était complexe, magnifique. Le cuir était souple et bien traité. Qu'est-ce que cela signifie pour moi? Pour mon ranch? Nijoni et son père échangèrent un regard. Puis, elle parla sans attendre de traduction.
Cela signifie que tu peux vivre en paix. Mon peuple ne t'importunera pas. Nous veillerons sur ta terre quand tu seras parti. Si d'autres Apaches passent par ici, nous leur dirons que tu es un ami. Elle marqua une pause. Mais il y a plus. Corbin attendit. Ces hommes blancs reviendront, dit-elle. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais ils viendront. Ils veulent combattre les Apaches. Ils veulent se venger des choses qu'ils croient que nous faisons. Son expression se durcit. Si tu portes ceci, s'ils le voient, ils penseront que tu es un traître. Ils ne comprendront pas. Ils voudront ta tête aussi. Le chef parla une dernière fois, brièvement et définitivement. Mon père dit, choisis avec soin. La protection des nôtres signifie un danger venant des leurs. Tu ne peux avoir les deux. Corbin tenait le collier dans ses mains, sentant le poids du choix. Ce n'était pas seulement un bijou de perles. C'était une déclaration, une ligne tracée dans la poussière, d'un côté ou de l'autre de laquelle il devrait se tenir. Il pensa aux miliciens qui venaient de partir, aux yeux durs de l'homme barbu, à la méfiance du jeune scribe. S'il revenait et le trouvait portant des symboles apaches, il tirerait d'abord et poserait les questions ensuite. Il serait marqué comme un traître à son propre peuple. Mais qu'est-ce que cela signifiait vraiment, son propre peuple? Des colons blancs qui avaient pris des terres par la force et appelaient cela la loi. Des hommes qui chassaient des êtres humains comme des animaux et appelaient cela la justice. Était-il son peuple, simplement parce qu'ils partageaient la même couleur de peau? Il regarda Nijoni. Elle se tenait droite, attendant sa réponse, avec la patience de quelqu'un qui avait déjà accepté le choix qu'il ferait, quel qu'il soit. Elle était mourante de soif, et il lui avait donné de l'eau. Si simple, si humain. Et maintenant, 300 guerriers le laisseraient en paix pour cela. Ou bien il pouvait refuser le collier, garder ses distances, essayer de rester neutre sur un territoire où la neutralité devenait impossible. Vivre seul, ne faire confiance à personne et espérer que les deux camps le laissent tranquille. C'était son plan en venant ici. L'isolement, la paix par la distance. Mais le monde l'avait rattrapé malgré tout, le forçant à choisir. Corben passa le collier par-dessus sa tête. L'ouvrage de perles se posa sur sa poitrine, frais contre sa peau. Je choisis de vivre avec honneur, dit-il, comme j'ai toujours essayé de le faire. L'expression du chef ne changea pas, mais quelque chose dans sa posture se modifia. Du respect, peut-être, ou de la reconnaissance. Il se leva et posa brièvement une main sur l'épaule de Corbin, un geste qui n'avait pas besoin de traduction. Nijoni parla à son père en apache. Il hocha la tête et répondit. Elle se tourna vers Corbin. Mon père dit que tu es soit courageux, soit stupide. Peut-être les deux. Cette fois, elle faillit sourire. Il dit aussi que les hommes courageux et stupides deviennent parfois des légendes. Je ne cherche pas à devenir une légende, dit Corbin. Je veux juste vivre en paix. La paix exige plus de courage que la guerre, dit Nijoni. N'importe qui peut se battre. Il faut être quelqu'un de spécial pour choisir de ne pas se battre quand tous les autres veulent du sang. Le chef se dirigea vers la porte. Nijoni le suivit, mais s'arrêta sur le seuil. Tu as des questions, dit-elle. Ce n'était pas une question. Beaucoup, admit Corbin, mais je pense qu'elles peuvent attendre. Posez-en une, dit-elle. Pendant que mon père est là, pendant que les mots ont encore un sens,
avant que le monde ne redevienne compliqué. Corbin réfléchit un instant. Cette épreuve que tu passais, les 3 jours seuls, sans seau ni nourriture, as-tu réussi? L'expression de Nijoni était indéchiffrable. J'ai survécu. C'est une forme de réussite, mais pas de la manière que j'avais prévue. Je suis tombé. J'ai eu besoin d'aide. Certains diraient que cela signifie que j'ai échoué. Et toi, qu'en dis-tu? Je dis qu'on apprend plus en tombant qu'en restant fort. Elle jeta un regard vers son père. Parfois, les leçons viennent d'endroits inattendus. Parfois, la force, c'est de savoir quand accepter de l'aide. Dehors, le chef lança un appel. Pas sévère, mais autoritaire. Nijoni franchit la porte. Mon peuple part maintenant. Nous allons vers le nord, vers nos terres d'été. Les hommes blancs rendent difficile de rester longtemps au même endroit. Toujours à nous pousser, toujours à tirer. Reviendrez-vous? Demanda Corbin. Peut-être, si nous avons besoin d'eau. Elle le regarda. Si nous avons besoin de nous souvenir que tous les hommes blancs ne sont pas les mêmes. Elle se dirigea vers son cheval et monta d'un mouvement fluide. Le chef était déjà en selle. Les guerriers se rassemblèrent derrière lui. Il se retirait, quittant la vallée. Le siège était levé. L'épreuve était terminée. Corbin resta sur le pas de sa porte et les regarda partir. Personne ne se retourna, mais Nijoni leva la main dans un geste qui pouvait être un adieu ou une reconnaissance. Puis ils disparurent, s'évanouissant dans les collines comme des ombres au crépuscule. La vallée devint silencieuse. Un silence étrange après des jours passés sous surveillance. Corbin toucha le collier sur sa poitrine. Les perles étaient maintenant chaudes au contact de sa peau. Il était protégé. Il était aussi marqué. Et quelque part au sud, 15 hommes armés retournaient vers leur colonie avec des histoires de guerriers apaches dans ces collines. Des histoires qui se répandraient. Des histoires qui amèneraient plus d'hommes, plus d'armes, plus de problèmes. La paix qu'ils désiraient semblait plus lointaine que jamais, mais au moins, maintenant, ils savaient de quel côté ils se tenaient. Et si des hommes venaient chercher la guerre, ils devraient d'abord passer par lui. Il espérait seulement avoir fait le bon choix, car il n'y avait plus de retour en arrière possible. 3 semaines passèrent. La vallée était plongée dans un calme inquiétant. Corbin travaillait sa terre, s'occupait de ses animaux et gardait le collier bien visible sur sa poitrine. Il ne le cachait pas. Il ne l'enlevait pas. Si les ennuis devaient venir, il les affronterait selon ses propres termes. Les ennuis arrivèrent un mardi matin. Un nuage de poussière s'éleva sur la piste au sud. Des cavaliers avançant rapidement. Corbin compta 8 hommes cette fois, moins que la dernière fois, mais mieux armés. Le chef barbu de la milice était de retour et il avait amené des renforts. Ils chevauchèrent droit vers la ferme et formèrent un demi-cercle autour de la cour, fusil à portée de main. Des rumeurs nous sont parvenues, cria l'homme barbu. On dit qu'un fermier du coin fait des affaires avec l'ennemi. Ses yeux se fixèrent sur le collier. Je crois que les rumeurs étaient vraies. Corbin resta immobile. Je ne fais affaire avec personne. Je vis en paix. C'est un bijou de sauvage, lança le jeune cavalier, la voix pleine de rage. Tu portes leur couleur. Ça fait de toi l'un des leurs. Ça fait de moi quelqu'un qu'ils ne tueront pas, répliqua Corbin. Ça me semble être un choix pratique en territoire hostile. Ça fait de toi un traître, dit l'homme barbu. Il descendit de cheval lentement, la main près de son revolver. Nous sommes venus te donner une chance de t'expliquer, mais en te voyant maintenant, je ne crois pas qu'il y ait grand-chose à expliquer. Corbin sentit son pouls s'accélérer, mais sa voix resta calme.
Vous voulez savoir pourquoi je porte ça? Parce que j'ai donné de l'eau à une jeune fille mourante, et il se trouve que son père commande 300 guerriers. Ils m'ont mis à l'épreuve pendant 6 jours. J'ai réussi. Ils m'ont offert leur protection. J'ai accepté. C'est toute l'histoire. Et tu crois que ça te rend spécial? L'homme barbu s'approcha. Tu crois que ça te rend différent du reste d'entre nous qui essayons de survivre ici? Non, dit Corban. Je crois que ça me rend intelligent. Vous êtes venus ici pour chasser les Apaches. Combien en avez-vous tué? La question resta en suspens. Aucun des hommes ne répondit. C'est ce que je pensais, continua Corbin. Vous êtes venus chercher la bagarre et vous avez trouvé une armée. Vous êtes repartis parce que vous saviez que vous perdriez. J'ai fait un choix différent. J'ai choisi de ne pas me battre. Le choix d'un lâche, cracha le jeune cavalier. Peut-être, dit Corban, mais je suis en vie. Ma ferme est debout. Et je peux dormir la nuit en sachant que je n'ai pas déclenché une guerre qui tuerait de braves gens des deux côtés. L'homme barbu l'étudia un long moment. Tu crois vraiment que tu peux rester neutre dans cette histoire? Je ne crois pas pouvoir rester neutre, dit Corbin. Je crois que j'ai déjà choisi un camp. J'ai choisi le camp de ceux qui ne veulent pas de sang versé. Si cela fait de moi votre ennemi, alors abattez-moi maintenant et finissons-en. Il écarta les bras, devenant une cible facile. Le collier pendait, bien visible sur sa poitrine, ses perles bleues et blanches, reflétant le soleil du matin. Personne ne bougea. Les chevaux s'agitèrent nerveusement. Un faucon cria dans le ciel. Finalement, l'homme barbu secoua la tête. Vous êtes un sacré imbécile, Thorne, mais vous êtes honnête. Il se tourna vers ses hommes. Ansel, on perd notre temps ici, laissons-le. Le jeune cavalier protesta. Il ne fait de mal à personne, dit le chef barbu. Et si les Apaches veulent le laisser tranquille, c'est leur problème. Nous avons de vrais soucis à régler. Des colons attaqués, des familles à protéger. Cet homme n'est pas notre problème. Il remonta en selle et regarda Corban une dernière fois. Mais n'attendez pas de nous voir accourir si vous avez besoin d'aide. Vous avez fait votre choix. C'est bien mon intention, répondit Corbin. Cette fois, ils partirent plus lentement, leur agressivité apaisée. Le jeune cavalier jeta un dernier regard en arrière, son visage un masque de colère et de confusion. Puis, ils ne furent plus qu'un souvenir, laissant la poussière retomber lentement dans l'air matinal. Corbin se retrouva seul dans sa cour. La vallée était de nouveau vide. Pas de guerriers sur les crêtes, pas de milices sur les sentiers. Juste lui, sa ferme et le choix qu'il avait fait. Il marcha jusqu'au puits et en remonta un seau d'eau fraîche, limpide, encore intacte de la chaleur du jour. Il la versa dans l'abreuvoir des chevaux, l'écoutant clapoter avant de se calmer. Ce soir-là, tandis que le soleil déclinait derrière les collines à l'ouest, Corbin aperçut un mouvement sur la crête. Une silhouette solitaire à cheval, grande et droite en selle. Ce n'était pas un guetteur, mais quelqu'un venu s'assurer qu'il avait survécu à la confrontation. Quand elle vit qu'il la regardait, elle leva une main en signe de reconnaissance. Puis, elle fit volte-face et disparut dans les ombres grandissantes du crépuscule. Corban toucha le collier sur sa poitrine. Son choix lui avait coûté la confiance de son propre peuple, mais il lui avait offert un bien plus précieux, une paix véritable, sur une terre où la paix était aussi rare que la pluie. Il rentra dans sa cabane, alluma une lampe pour repousser l'obscurité
et s'assit pour prendre le simple repas qu'il avait préparé. Dehors, la vallée s'étendait en silence sous les premières étoiles. Nul armée en faction, nul homme en chasse. Juste la terre et le ciel, et la tranquille certitude que parfois, l'acte le plus courageux est de choisir de ne pas se battre. Sa ferme resterait. L'eau continuerait de couler pour les voyageurs assoiffés, qu'ils soient apaches, amis blancs ou étrangers. Il leur offrirait à boire et les laisserait poursuivre leur chemin. Ce n'était pas un grand héritage, mais il était honnête. Et sur un territoire déchiré par la violence et la peur, l'honnêteté valait plus que de l'or. Corbin Thorne avait donné de l'eau à une jeune fille qui en avait besoin. En retour, il avait trouvé ce qu'il ne savait pas chercher, une façon de vivre avec honneur sur une terre où l'honneur était en voie d'extinction. Le choix avait été simple, les conséquences rudes, mais il le referait sans hésiter, et cela suffisait. Si cette histoire vous a plu, cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran pour découvrir un autre récit inoubliable de la frontière, où le courage et les choix façonnent les destins de manière inattendue. N'oubliez pas de vous abonner et pensez à laisser un don pour nous aider à continuer de vous offrir ces histoires. Votre soutien est précieux. Le cabinet du médecin se trouvait à 3 bâtiments du tribunal. Les Marshalls y conduisirent Caleb, tandis qu'Eleanor, les mains fermes malgré la peur, maintenait une pression sur la blessure. La balle avait traversé la chair de son épaule sans toucher ni l'os ni les vaisseaux principaux. Douloureux, mais pas mortel, confirma le médecin après un examen rapide. Vous avez de la chance, dit-il en nettoyant et en pansant la plaie. 1 centimètre de plus vers la droite, et la conversation n'aurait pas été la même. Ce n'est pas de la chance, répondit Caleb en posant son regard sur Eleanor. C'est une raison. J'avais quelque chose qui valait la peine d'être protégé. De retour au tribunal, Dalton était enchaîné, ses hommes désarmés et arrêtés. Le vernis de respectabilité qu'il avait si longtemps entretenu s'était complètement fissuré. En tentant d'abattre Eleanor, il avait prouvé tout ce dont on l'accusait, qu'il la considérait comme une propriété à contrôler ou à détruire, qu'il était prêt à user de la violence pour parvenir à ses fins, et qu'il plaçait son pouvoir au-dessus de la loi. Le Marshal Clayton mena les procédures avec une autorité efficace. Dalton fut formellement accusé de tentative de meurtre, en plus des charges de fraude et de falsification. Son avocat, voyant la tournure des événements, se retira discrètement de l'affaire. D'autres notables qui le soutenaient se découvrirent soudain des affaires urgentes ailleurs. Dans l'après-midi, Caleb, l'épaule bandée et le bras en écharpe, retourna avec Eleanor au tribunal pour les dernières formalités. Le juge Blackwood, visiblement ébranlé par la violence qui avait éclaté dans sa salle d'audience, s'adressa à l'Assemblée. Cette cour reconnaît que les documents présentés par Thomas Dalton concernant Eleanor Stone étaient frauduleux. Le mariage entre Caleb Stone et Eleanor Hartwell Stone est légitime et légal. Madame Stone est une citoyenne libre, jouissant de tous ses droits et privilèges. De plus, cette Cour reconnaît le système de corruption et de fraude à grande échelle perpétré par M. Dalton et ordonne une enquête approfondie sur toutes les transactions foncières dans lesquelles il a été impliqué au cours des 5 dernières années. Il regarda Eleanor avec un respect non dissimulé. Madame Stone, je vous présente mes excuses pour l'épreuve que vous avez dû endurer. Vous vous êtes comportée avec une dignité et un courage remarquables.
Elena se leva, tenant toujours la main valide de Caleb. Merci, votre honneur. Mais je ne suis pas la seule victime. Des familles entières sur ce territoire ont perdu leurs terres et leurs moyens de subsistance à cause des manigances et de Dalton. J'espère que la justice s'étendra aussi à elle. Elle s'étendra, l'assura le marshal Clayton. Nous allons mener une enquête complète. Toute famille détenant des preuves de fraude ou de coercition doit se manifester. Les propriétés illégalement saisies seront restituées. Les gens commencèrent alors à partager leurs histoires. Des familles qui avaient eu trop peur pour parler trouvaient maintenant le courage dans l'exemple d'Elenana. L'étendue de la corruption de Dalton éclata au grand jour. Des dizaines de propriétés avaient été acquises par des documents frauduleux, l'intimidation et la manipulation juridique. Il avait bâti un empire sur la souffrance des autres, et cet empire s'effondrait maintenant. Au crépuscule, Caleb et Elena quittèrent enfin le tribunal. Ils étaient épuisés, vidés par les événements de la journée, mais aussi profondément soulagés. C'était fini, vraiment et totalement fini. Dalton allait en prison. Ses fausses prétentions étaient annulées. Leur mariage était sauf. Madame Henderson les attendait dehors avec les autres femmes venues les soutenir. Eh bien, dit-elle avec satisfaction, c'est réglé. Allez, on vous ramène. Assez d'émotions pour aujourd'hui. Ils passèrent la nuit dans la capitale, dans une modeste pension. La propriétaire, en apprenant qui ils étaient et ce qui s'était passé, refusa leur paiement. Vous avez tenu tête à un homme corrompu, dit-elle. Il faut du courage pour ça. Votre argent n'a pas cours ici. Ce soir-là, dans leur chambre, Elena aida Caleb à changer son pansement. Ses mains étaient douces et délicates, tandis qu'elle nettoyait la plaie et appliquait la pommade fournie par le médecin. Tu as pris une balle pour moi, murmura-t-elle. Tu aurais pu mourir. Toi aussi, répondit Caleb. Je n'allais pas laisser ça arriver. Elena le regarda. Cet homme qui l'avait gagné au poker et qui lui avait rendu sa vie. Je t'aime, dit-elle. C'était la première fois que l'un d'eux prononçait ces mots. Pas parce que tu m'as sauvé, même si tu l'as fait. Pas parce que tu m'as donné un foyer, même si tu l'as fait aussi. Je t'aime parce que tu me vois. Tu me respectes. Tu me traites comme une égale, une partenaire dans tout ce que nous entreprenons. Et ça, c'est plus rare et plus précieux que l'or. Caleb tendit sa main valide et lui caressa le visage. Je t'aime aussi. Tu as ramené ma vie d'entre les morts. Tu m'as rappelé ce que c'est que d'espérer, de bâtir, de se soucier du lendemain. Tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée, même si tu es entré dans ma vie dans les circonstances les plus étranges qu'on puisse imaginer. Ils s'embrassèrent, avec une tendresse et une profondeur qui scellaient à nouveau leurs vœux et leur engagement. La violence de la journée était derrière eux. Ce qui importait, c'était ce moment. Deux âmes qui s'étaient trouvées contre toute attente, qui avaient lutté ensemble et qui, sur les décombres de leur vie passée, avaient bâti quelque chose de réel et de durable. Demain, nous rentrons chez nous, dit Elena, sur notre montagne, sur notre terre, à notre vie. Chez nous, acquiesça Caleb, ça me semble parfait. Et pour la première fois depuis que Dalton avait fait irruption dans leur vie, ils dormirent tous les deux d'un sommeil paisible, sachant que la menace avait disparu et que l'avenir leur appartenait. 6 mois s'écoulèrent. Le printemps revint sur les montagnes du Montana. La neige qui coiffait les sommets tout l'hiver commença à se retirer, et la terre s'éveilla à une nouvelle vie. L'épaule de Caleb avait bien guéri, même si une douleur sourde la traversait parfois au changement de temps,
souvenir permanent du jour où il s'était interposé entre la violence et la femme qu'il aimait. Les graines que les nanas avaient plantées, au sens propre comme au figuré, avaient survécu à la tempête. Elles étaient devenues bien plus que de simples récoltes. Elles s'étaient transformées en solidarité, en résistance et en courage face à l'injustice. Désormais, elles pouvaient grandir sans crainte, nourries par l'amour et protégées par la justice. Quoi que l'avenir leur réserve, ils l'affronteraient ensemble.